Bonjour à tous, bienvenue à l'émission On Jase là, où on vous parle chaque semaine d'un nouveau sujet fascinant. Je vous présente donc mes collaborateurs habituels, Marc-André. Allô Clarence. Samuel. Bonjour. Rosemary. Salut. Et elle était là la semaine dernière, on l'accueille à nouveau cette semaine, Sarah Bérubé. Salut tout le monde. Passé une semaine juste à attendre en studio qu'on fasse le show. Puis on est parti Ça, entre. on là. l'a J'ai bu toute la bière. Oh non! Non, non, non. chronique. Non, mais heureusement, il en reste, tu nous en as laissé une que Rosemary va nous présenter tantôt. Oui, et d'ailleurs, je veux souligner le fait qu'on est à Ottawa cette semaine pour tourner le podcast. Donc, j'ai décidé de déroger de mes habitudes. D'habitude, je vous présente des bières de microbrasserie québécoises. Là, on vous présente un 7-Up flat. Bienvenue Exact. à Ottawa. Et non, je vous présente une bière ontarienne qui ne vient pas d'Ottawa, qui vient de Van Cleek Hill. C'est la bière de Tom Green Beer, brassée par la brasserie Bose. Donc oui, une bière ontarienne, mais qui est vendue au Canada, au Québec. Au Canada, mon Dieu. Au Québec, donc vous pourrez la trouver facilement dans tous les magasins de bières de microbrasserie. Donc il s'agit d'une Milk Stout à 5% d'alcool. Donc je vais vous expliquer premièrement un Milk Stout. Encore un genre de bière auquel je ne suis pas habituée. On dit un stout et non une stout. J'ai appris ça Comme hier. un balado puis pas Ouais. une balado. Et Fait que- voilà. Non, c'est une balado. Ouais. Donc, devrait éliminer ça. Donc, c'est ça. Le Milk Stout est un stout, donc une bière noire, qui est brassée avec du lactose. Donc, intolérant au lactose, s'abstenir. Ce qui est censé rendre la bière généralement un peu plus sucrée, puis plus onctueuse. Donc, c'est une bière à la robe noire, comme une stout de façon générale. Elle a un collet dense, mais qui se dissipe assez rapidement. Donc, au nez, on sent tout de suite les arômes de café, de malt torréfié et de vanille. En bouche, on sent l'onctuosité qui est due au lactose, mais bon, je dois avouer qu'un stout, est déjà très onctueux à la base. On ressent les goûts de caramel et de vanille. Je trouve que la finale est très très douce. Puis personnellement, la bière est beaucoup moins sucrée que ce à quoi je m'attendais. Moi, j'avais vraiment lu que c'est des bières qui sont plus sucrées. Moi, je... Un petit peu, mais rien de. Un petit peu, mais le goût est chargé, mais c'est pas super fort non plus. Non. Ça me rappelle Non, un peu c'est une ça. Guinness en fait. Ou- Pas la texture, il n'y a pas le côté Ouais, crémeux, non. mais Ben, au il goût, il y a un me semble, petit. là je m'avance peut-être, je dis peut-être n'importe quoi, mais il me semble que la Guinness est considérée comme une sweet stout. C'est Donc, n'importe quoi. Je sais c'est pas. quelque chose qui se rapproche Ok. beaucoup. Je pourrais pas faire exactement la différence entre les deux, mais ouais. Donc, c'est ça. En conclusion, c'est une bière que j'ai trouvée très très bonne, mais je l'ai pas trouvée particulièrement différente des autres types de stout, malgré le fait qu'il y a du lactose dedans. Non, effectivement. Je voulais aussi souligner que cette bière-là, en fait pas cette bière-là, mais ce type de bière-là nous a été suggéré dans le cadre du podcast. Si toutefois vous avez des suggestions, que ce soit pour des types de bières ou des bières en particulier que vous voulez nous faire découvrir, n'hésitez pas à faire le commentaire, ça va nous faire plaisir. Hein? J'ai une question pour toi. Quand j'étais en Angleterre, en fait, les Anglais buvaient les bières stout à température pièce. Est-ce que Oui. c'est là, parce que là, pour le moment, est-ce qu'elle est froide? Elle est très froide, je l'ai oubliée dans le frigo. C'est Mais pour ça ça serait qu'elle quoi est- ton conseil, admettons, pour une personne qui voudrait la déguster pour que ça soit son maximum? Il faudrait que je regarde vraiment sur la bouteille, mais de façon générale, je crois que les stouts se boivent autour de 10 degrés Celsius Je pense que c'est ça. environ. 10-12. Donc oui, elle est trop froide en ce moment. Si vous voulez vraiment prendre le temps de la laisser reposer un peu pour la déguster, vous allez avoir plus le potentiel de flaveur se décupler. Mais bon, oui, c'était mon erreur. Elle est restée dans le frigo trop longtemps. Puis j'avais une petite anecdote à vous faire sur cette bière-là, ce type de bière-là en fait. C'est qu'au Royaume-Uni, au 19e siècle, le Milk Stout était considéré comme une bière nutritive à cause du lactose. Donc lait, lactose, hein, c'est santé. Et on pensait même que le Milk Stout était bénéfique pour les femmes qui allaitaient. D'ailleurs, il y avait des publicités. Une en particulier sur laquelle j'ai lu, une publicité qui montrait deux mères qui allaitaient leur enfant. Oh wow. Oui, Oh non! une qui avait une Milk Stout à la main,
une qui n'en avait pas. Et visiblement, dans l'annonce, ça paraissait que le bébé de la mère qui buvait de la Milk Stout était beaucoup plus en santé, se portait beaucoup mieux T'es que... plus heureux. Bien sûr. Ben, je le comprends. Ben oui, moi aussi, définitivement. Donc, oui, petite anecdote, on croyait ça à l'époque. Ah ben, Je je voyais pas mal que ce d'affaires. n'est C'est ça pas que j'allais dire, on vrai. voyait beaucoup de choses. Buvez de la bière, c'est bon pour vos enfants. Donc, C'est l'époque de la saignée, c'était pas si vieux que ça. C'était pas si longtemps que ça. Donc oui, je vous confirme que ce n'est pas vrai. N'essayez pas ça à la maison. Donc c'était la The Top Green Beer de la brasserie Bose. Mais vraiment bonne, je trouve. Elle était C'est très, Ça se bon. boit très bien pour une start, elle est vraiment Oui. pas lourde. Non, pas du tout. Ben, Mais pour avoir quelques dérapes là-dessus, je pense que c'est possible de... moi qui suis habitué aux Imperial Stout, je trouve que je retrouve la même richesse de goût, mais sans la légère amertume ou la lourdeur des Imperial Stout. Oui, Ils sont des une goûts très, Imperial et Stout est beaucoup plus lourde, Ouais, en beaucoup effet, plus accentuée. plus chargée Oui, au niveau du goût aussi, là, mais définitivement. non, plus légère, plus rafraîchissante. Une très bonne bière, Ben, merci beaucoup, Rosemary. ça fait plaisir. Samuel, en fin d'émission, tu vas nous parler d'un album. Oui, c'est un album qui est sorti, ça va faire 2 mois à peu près quand que l'épisode va sortir, que l'album est sorti. C'est le dernier album de A Perfect Circle, leur premier album en 14 ans. En général, les retours, ça ne fonctionne pas très bien. Je vous garde la surprise. Excellent, j'ai très hâte de t'entendre là-dessus. Mais avant toute chose, Marc-André, c'est toi qui as le micro pour cette chronique-ci. Tu nous parles d'un phénomène bizarre. Bizarre, récent, et qui a pas fini de nous surprendre. Je vous parle cette semaine de deepfakes. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, exactement? Qu'est-ce Arrête, qu'on mange Charles, tu le sais très bien. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, là, c'est pas une émission pour 18 ans et moins. Non, je pense pas qu'on va faire dans vos 18 ans. Mais pour la postérité du podcast, il y a des sujets un peu plus matures qu'on va aborder. En fait, l'idée d'un deepfake, à la base, c'est de... Ça a commencé en 2017, fin 2017, en septembre. Et c'est un vidéo à nature pornographique qui a été pris. Et quelqu'un a remplacé le visage de l'actrice pornographique par celui d'une actrice hollywoodienne. Ok. Et bien qu'il y ait des défauts dans l'image, c'est à s'y méprendre. On va retourner en arrière un petit peu, voir d'où ça part ça, comment qu'on fait ça, puis après ça, on va y revenir. Donc en 2015, Google a ouvert le code source. Si vous ne savez pas c'est quoi un code source, retournez à l'épisode 3 où on parlait de logiciels libres et ouverts. On va tout vous expliquer ça là. Samuel a fait une job de champion pour expliquer ça. Merci. Je confirme. Donc Google a ouvert le code source d'un outil qui s'appelle TensorFlow. TensorFlow, en fait, c'est un outil d'intelligence artificielle basé sur l'apprentissage profond qui permet entre autres de faire du traitement d'image de visage. C'est une des utilisations clés en fait de ce logiciel-là. Il est particulièrement performant pour ça. Là, on va rentrer un peu dans les définitions d'intelligence artificielle ou IA, comme je vais le présenter, juste pour comprendre un peu en fait comment ça fonctionne. Donc, l'apprentissage profond, en gros, c'est une des techniques d'intelligence artificielle et c'est vraiment celle qui est la plus sophistiquée. En fait, les chercheurs, ce qu'ils essaient de faire avec cette technique-là, c'est de simuler le réseau de neurones du cerveau humain. Donc, notre réseau de neurones dans notre cerveau fait qu'en une fraction de seconde, si on voit un visage, par exemple, on va reconnaître en fait l'information qu'on voit. On va reconnaître les yeux, la bouche, le nez, etc. Puis ça va se transmettre par des milliers de neurones interconnectés comme une toile. Et ça permet à notre cerveau, en fait, de décoder puis de comprendre que c'est un visage. Donc, le voir puis assimiler cette information-là, l'analyser, la comprendre. L'apprentissage profond, ça cherche à faire à peu près la même chose. Alors que l'IA va fonctionner sur un système de couches qui va analyser divers éléments d'une photo, par exemple. Donc, la première couche va se concentrer sur, par exemple, la forme du visage, la couleur de la peau, les cheveux. Donc, des traits qui ressortent vraiment plus en premier. La deuxième couche, ensuite, va se concentrer, par exemple, sur les yeux, la bouche, le nez, donc des traits un peu plus précis. Puis la troisième, par exemple, ça pourrait être sur les micro-mouvements que va faire la bouche ou les yeux. Donc, plus on avance, en fait, plus on descend dans les couches, plus ça va être complexe, la tâche que l'intelligence artificielle va accomplir. D'où le côté apprentissage profond ou deep learning. C'est ça le profond. D'accord. C'est de descendre dans le niveau de couche. Et finalement, à la fin de l'opération, l'algorithme va pouvoir identifier
tous les différents éléments présents dans la photo avec un certain niveau de confiance. Donc, il va pouvoir établir, par exemple, à 86% de niveau de confiance que ça, c'est un visage d'un homme dans la vingtaine, par exemple. On se distingue beaucoup, justement, des autres logiciels que l'algorithme est construit par un humain. Là, on se retrouve avec un système qu'on entraîne. Puis Ouais. c'est vraiment là la différence entre l'ancien, tu sais, ce qu'on appelait l'intelligence artificielle avant, où est-ce que c'était vraiment de la programmation, de l'automatisation. On forçait cette reconnaissance-là parce que le programmeur avait déterminé ces paramètres-là, mais là, on laisse le logiciel libre cours, en fait. C'est ça, puis c'est différent en fait, ce qui fait que c'est plus poussé qu'une l'autre technique qui est vraiment la plus utilisée pour l'instant en intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le machine learning, donc l'apprentissage machine, qui lui va avoir un parcours beaucoup plus linéaire pour comprendre l'information puis l'analyser. Là, avec l'apprentissage profond, en fait, c'est vraiment justement l'idée de cette toile-là, donc où tous les éléments, tous les éléments qui vont faire la première couche vont après ça s'interconnecter à tous les autres éléments qui font la deuxième couche et la troisième couche, etc. jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment ce système-là beaucoup plus complexe, interconnecté qu'on va avoir. J'imagine aussi que le deep learning et le machine learning ne sont pas utilisés pour le même type d'activité, le même type d'application. Non, exactement, c'est des utilisations vraiment différentes, mais l'apprentissage profond est comme une sous-catégorie d'apprentissage machine. C'est une façon en fait d'avoir une plus grande spécialisation puis une intelligence artificielle qui est plus sophistiquée, qui va avoir c'est justement pour reconnaître des visages par exemple ou des trucs comme ça. Pour vous donner un exemple justement, c'est, tu sais, quand on veut se connecter sur des sites, des fois il va falloir entrer notre code utilisateur, il va falloir entrer un mot de passe, puis après ça il va y avoir ce qu'on appelle un CAPTCHA. On va vous demander de vous identifier, prouver que vous n'êtes pas un robot. Puis ça a été racheté par Google il y a quelques années. Vous avez peut-être remarqué que depuis 2-3 ans, c'est souvent relié à la voiture, à la route, des panneaux de signalisation. Des paysages. C'est ça. Puis il faut cliquer dans l'image, il faut cliquer les différents cadres, par exemple, il faut avoir des panneaux de signalisation où il y a des voitures. C'est une façon, ça, en fait, d'entraîner cette intelligence artificielle-là. De l'aider à reconnaître OK, dans ce cadre-là de l'image, il y a une voiture. Et là, après ça, eux autres, ça leur rajoute dans leur banque de données de voici la voiture. Et là, après ça, par d'autres couches. Ça, c'est plus du machine learning simple, mais ça peut aider aussi pour le deep learning. Ou après ça, OK, bon, ben là, on voit qu'il y a une voiture. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une voiture? Qu'on reconnaît que c'est une voiture. Il y a un pare-brise, il y a des feux, des lumières, des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est qu'on vient aider Google dans le développement de leur voiture automatisée. C'est ça, en cherchant à s'authentifier comme étant être humain, on aide la machine à apprendre qu'une voiture est une voiture, un champ de blé est un champ de blé, un panneau de signalisation, un panneau de signalisation, etc. Puis pourquoi nous, on reconnaît ça directement, ce qui fait que c'est cet objet-là. Okay. Puis en fait, c'est ça, parce que plus l'intelligence artificielle va être ce qu'on dit entraînée, donc plus elle va avoir vu et analysé d'images similaires, meilleur va être le résultat. Donc, puis si on parle vraiment, c'est en termes de millions d'images pour vraiment avoir un résultat qui va être de plus en plus concluant, puis qu'au final, on peut arriver avec un taux d'identification qui va frôler le 100%. Donc, quand on utilise, c'est ça, j'ai fait un petit détour là-dessus, puis je trouve ça, on entend de plus en plus parler d'apprentissage profond, puis c'est loin d'arrêter, donc si ça peut permettre à nos auditeurs de peut-être commencer à mieux comprendre, même moi je suis encore en train de l'apprendre, c'est quoi, c'est vraiment complexe comme système, donc si vous n'avez pas tout compris du premier coup, c'est pas grave, ça fait partie de la game. Puis pour vous donner une idée, je parlais de TensorFlow au début, quand on sert du moteur de recherche de Google ou de l'assistant vocal, on se sert de TensorFlow. Okay. C'est basé là-dessus. Donc, c'est vraiment présent dans nos vies de tous les jours. Et en fait, Google, en ouvrant le code source, ça permet aux gens de pouvoir jouer avec les réglages de cet instrument-là pour accomplir différentes tâches, dont le traitement d'images de visage pour la reconnaissance faciale. Puis c'est là que les deepfakes arrivent. Donc, comme je disais en introduction, en septembre 2017, il y a un utilisateur sur Reddit du nom de Deepfakes qui publie des vidéos pornographiques où le visage de l'actrice est remplacé par celui d'une comédienne hollywoodienne. Et comme je disais, le résultat est quand même convaincant. On voit qu'il y a quelque chose qui est peu naturel, qu'il y a des drôles de mouvements, surtout au niveau de la bouche. Il y a de quoi qui marche plus ou moins, mais c'est quand même assez confondant. Quelques jours plus tard, il y a un autre utilisateur qui a créé l'application Fake App, qui permet en fait de créer des deepfakes sans avoir aucune notion en codage pour savoir comment coder. On fait juste rentrer l'information dans la machine,
dans le logiciel et le logiciel va créer le vidéo qu'on veut voir. Ça prend seulement un ordinateur qui est assez puissant pour le faire. Puis quand tu parles en termes d'information, c'est quoi? C'est des images? C'est Ouais. des vidéos? Ben c'est ça, je vais expliquer en gros comment ça fonctionne ce logiciel-là. C'est qu'on met justement des photos ou des vidéos de la personne dont on veut apposer le visage dans une autre vidéo. Qu'on a fourni préalablement. Qu'on fournit aussi à la machine, justement. Okay. Donc, par exemple, je vais fournir un clip de 30 secondes. Ça, c'est le vidéo qui est le destinataire. Donc, c'est là que je vais apposer un visage. Et ensuite, je vais mettre le visage justement de l'autre personne, celle que je veux qu'il fasse maintenant partie du vidéo. La machine, ce qu'elle va faire une fois qu'elle a cette information-là, c'est qu'elle va étudier, selon les termes utilisés en intelligence artificielle, elle va étudier le visage et les expressions faciales du vidéo original et finalement apposer le nouveau visage sur la vidéo tout en gardant les expressions faciales originales. Et c'est là l'élément clé du deepfake. On peut tout faire un Photoshop un peu cheapette ou certains plus poussés qu'on va juste copier-coller un visage. On va gosser un peu, les meilleurs vont pouvoir faire que on sait pas trop, on va avoir de la misère à reconnaître. Mais là, c'est une image. Mais c'est une image. Mais là, c'est qu'on peut vraiment. Ça a commencé avec des vidéos porno, donc le cri de jouissance, le cri de jouissance de l'actrice à l'origine, il va rester là et il va être fait par le nouveau visage. C'est vicieux. C'est extrêmement vicieux, effectivement. Puis, juste pour vous dire un peu le temps que ça prend, c'est qu'on prend quand même encore beaucoup de temps en fait. C'est que dépendant de la puissance de l'ordinateur, et surtout de la carte graphique qui permet qui a une plus grande puissance de calcul qu'un microprocesseur ordinaire, ça va prendre environ entre 4 et 8 heures pour une vidéo de 30 secondes seulement. Ou qu'on laisse la machine justement reconnaître le visage puis apprendre ce visage-là, si on veut, entre guillemets. C'est un peu comme un rendu en 3D, par exemple? Ouais, si on veut. Okay. Exactement. Et en fait, plus les photos vont être de bonne qualité, meilleur va être le résultat. Donc, c'est un des déterminants justement pour l'image, le résultat final du vidéo qu'on veut avoir. Puis ce qui est fascinant et épeurant en fait avec cette technique-là, c'est que ça prend seulement environ 1000 images pour faire un deepfake. Pour vous donner une idée, un vidéo, en général, c'est 30 images secondes. Donc, une vidéo de 32 secondes, c'est suffisant pour avoir 1000 images de quelqu'un. On s'entend qu'avec Facebook aujourd'hui et les autres réseaux sociaux, à peu près tout le monde a 1000 images disponibles, que ce soit par photo ou par des vidéos. Je vous laisse passer à ça, on va revenir un peu plus tard. Pour revenir un peu après ça au développement justement des deepfakes, donc il y a un subreddit, enfin un sous-reddit qui est un sous-forum si on veut, Reddit. Sous-forum de Reddit. C'est ça, Reddit, comment c'est fait, c'est que c'est plein de forums qui sont disponibles, puis les utilisateurs peuvent aller sur les forums qui les intéressent pour échanger sur ce sujet-là. Fait que ça peut aller d'un groupe de musique à de la porno vraiment niche puis des trucs du genre, aux deepfakes. Donc il y a un sous-reddit qui a été créé pour les deepfakes, et les utilisateurs vont publier leurs créations qui sont maintenant connues sous ce nom-là. Donc, c'est vraiment devenu ce qui était à l'origine le nom d'utilisateur du premier qui a fait ça est maintenant connu comme étant le nom du phénomène. Est-ce que c'est le terme qui est employé? Création? Ben! Dans la communauté, si je puis avancer ce terme-là de manière un peu... je pense que c'est encore trop récent pour peut-être avoir des termes vraiment définis, mais le fait que le monde s'attribue le mérite d'avoir réussi à le faire, c'est quand même un signe de... Tu sais, comme tu veux que cette œuvre, dans le sens large du terme, t'appartienne, te soit comme crédité. Il y a un copyright dessus. Il y a effectivement pendant que tu fais une violation de copyright, là. C'est ça, c'est comme... On prend les torrents, par exemple. Ouais. Il y en a des torrenters, des gens qui créent des torrents, des films par exemple, ou des CD qui ont été, pardonnez-moi l'expression, rippés, je sais pas si... Je connais pas le terme en français, mais qui ont été cherchés en fait à partir du matériel source, puis qui l'ont rendu disponible par torrent. Ben, t'as des noms qui ont une certaine réputation, puis lorsque tu télécharges un torrent de telle personne, tu peux t'attendre à une certaine qualité, à un certain travail, ou qu'il n'y ait pas de virus, des affaires de même. Fait que, tu sais, même s'il n'a pas créé l'objet, qu'il l'a juste rendu disponible dans un certain format, dans un certain accès, il y a une certaine attribution de mérite. Et donc, c'est ce qu'il y a dans ce sous-forum de Reddit-là. Ouais, exactement.
Pour vous donner une idée de certaines personnes qui ont été ciblées par ça, ça inclut Taylor Swift, Maisie Williams de Game of Thrones, Gal Gadot, Scarlett Johansson, Emma Watson. Puis Melania puis Ivanka Trump, dans la même vidéo, ensemble, font des affaires ensemble. J'ai pas été voir ça, non. Ça peut décrire ça. C'est populiste, ça aussi. Ouais, faire un lien avec la semaine dernière. Le deepfake est vraiment entré dans le mainstream au début de l'année 2018, donc à peine 3 ou 4 mois plus tard, suivant sa création, grâce à des articles sur le sujet dans des médias comme Vice ou Wired. Puis depuis, il y a des questions évidentes reliées à la vie privée qui ont fait surface, puis c'est surtout pour ces raisons-là en fait qu'on entend parler des deepfakes récemment. Reddit par exemple a décidé de bannir le sous-forum en question qui publiait les deepfakes à nature pornographique. Puis des sites de pornographie comme Pornhub classifient les deepfakes comme étant de la revenge porn, qui est en fait une vidéo de nature sexuelle qui est publiée sans l'accord de toutes les personnes impliquées. Donc des fois ça peut être des anciens copains ou copines qui ont eu un break-up difficile qui se décident de se revenger d'une façon terrible. Donc les deepfakes, ils ne devraient pas en avoir sur Pornhub selon leur ligne à eux. Pour vous donner une idée, le sous-Reddit était rendu à 90 000 membres quand il a été fermé. En l'espace de 4 mois, 90 000 membres. 90 000 membres en 4 mois d'existence. Ouais. Avec un marché. C'est ça. Donc malgré qu'il y ait des sites... un marché. Donc malgré qu'il y ait des sites comme ça qui ont essayé de le bannir puis de l'interdire, c'est juste à faire une simple recherche sur Google, puis c'est vraiment pas difficile de trouver des sites qui vont publier des vidéos de deepfake qui ont été faites. Puis surtout que c'est tellement... on entend de plus en plus parler du phénomène, puis ça fait juste grossir, puis c'est encore plus accessible, surtout avec des applications comme FakeApp, puis à peu près maintenant n'importe qui peut juste le faire. Donc comme je disais, il y a vraiment beaucoup de questions éthiques liées à l'utilisation des deepfakes. Pour les célébrités, en très grande majorité des femmes qui sont ciblées. Donc c'est une façon de plus en fait de s'introduire dans la vie privée de ces femmes-là. Puis c'est une façon qui est surtout extrême de le faire. Est-ce qu'il y a eu des réactions de la part des victimes, si je peux les appeler ainsi? Pas vraiment. J'ai vu certaines dénonciations. Je pense qu'Emma Watson l'avait dénoncé, entre autres. C'est une des femmes qui a été le plus victime de ça. Daisy Ridley aussi de Star Wars, qui est une des victimes communes, si je peux dire. Puis en fait, c'est ça, l'angle qui a été utilisé, entre autres, par Emma Watson, si je me trompe pas, c'était le côté de... Encore une fois, c'est les femmes qui sont touchées, puis il y a une notion sexiste qui est évidente derrière ça. D'objectivation, qui est malheureusement pas surprenante. Mais en général, j'ai pas entendu beaucoup parler justement du point de vue des femmes qui ont été victimes. Je m'avance peut-être un peu loin, mais on dirait un viol par omission. Ben c'est ça. Mais la question que je me posais, c'est la raison pour laquelle est-ce que c'est les femmes qui sont principalement victimes? Quelles étaient les personnes qui utilisaient le sous-groupe de Reddit? Est-ce que c'était la majorité masculine? Donc là, est-ce qu'on voit encore une fois une reproduction de ce qui se produit par rapport à l'industrie pornographique? Ou est-ce que c'est une reproduction? Donc, il y a toutes ces questions-là aussi à se poser par rapport à, justement à l'objectivisation de la femme. Ouais. On n'a pas les données statistiques de qui utilisait Reddit, mais je serais pas surpris justement que ce soit majoritairement des hommes qui étaient sur ce forum-là. Étant donné que c'était principalement des femmes qui étaient victimes de ça. Exactement. Une statistique en amène une autre. C'est ça. Puis juste le fait qu'en général, l'industrie de la porno est orientée pour les hommes, un comportement en encourage un autre. Fait que c'est pour ça que il n'y a rien de surprenant là-dedans. Il n'y a personne qui va être surpris d'entendre parler de ça. T'sais. Puis c'est ça, pour retourner à la notion de vie privée, c'est que c'est pas seulement les célébrités qui peuvent être victimes de ça, mais c'est aussi que maintenant, c'est ça, à peu près tout le monde pourrait être touché théoriquement par ça, à cause de la facilité, en fait, de créer des vidéos comme ça. Tu parlais des photos Facebook tantôt. C'est ça, donc ça va peut-être être un outil de plus pour certains pour faire de l'intimidation, par exemple. Puis là, on rentre, après ça, imaginez une école secondaire. Puis là, on rentre toutes les questions, c'est des ados, c'est pas du monde majeur. Oh mon Dieu. Hey, c'est joyeux comme sujet, hein? Mais... bonne émission, gang! Ouais. Donc c'est ça, on pourrait rapidement arriver dans une situation où n'importe qui autour de la table pourrait se retrouver dans une vidéo porno du jour au lendemain. Au Québec, on est un peu plus protégé par la loi à ce niveau-là.
avec le Code civil, en fait, notre Code civil a une définition plus grande du droit à la vie privée. Puis une personne qui est victime de deepfake pourrait dire que c'est une invasion de sa vie privée, puis il y aurait donc une utilisation illégale de l'apparence de sa personne. Donc légalement, on serait plus protégé au Québec, mais on s'entend que de facto, ça peut pas empêcher quelqu'un de le faire s'il veut le faire. Puis après ça, c'est de prouver qui a créé ça. Puis là, c'est le processus de judiciarisation. Puis c'est ça. Le problème, c'est l'anonymat sur Internet à ce moment-là. C'est que c'est tellement facile de produire ce contenu-là puis de le diffuser sans jamais que ton nom apparaisse dessus que les risques sont... Ouais, les risques sont quand même là, exactement. C'est juste que par notre code civil, il y aura peut-être moins de délai pour faire des poursuites reliées à ça qu'ailleurs où là, la question est plus floue, comme aux États-Unis où la notion de liberté d'expression est tellement défendue à l'extrême que certains pourraient dire comme mais c'est ma liberté d'expression de faire ça. Puis là, il va y avoir un vrai débat légal. Parce que exactement. Donc là, il peut y avoir des vraies questions légales, puis ça pourrait prendre des années avant que ça soit adressé comme il faut par les tribunaux, puis par le système politique. Mais il y a quand même des côtés positifs qui pourraient sortir d'une application comme Deepfake. Par exemple, je lisais un article sur le site Men's Health qui parlait des deepfakes et ils ont interviewé un paraplégique qui n'a plus de vie sexuelle depuis une vingtaine d'années. Puis lui, en fait, comment il voit ça, c'est que ça pourrait être un moyen potentiel de retrouver une partie de sa vie sexuelle en se mettant lui-même dans une vidéo. Donc, par projection, de se voir en action. Lui voyait ça comme ça. Il l'avait pas essayé au moment de l'interview, mais il voyait qu'il y avait quand même ce potentiel côté-là positif. Aussi, dans une étude au Royaume-Uni, il y a 37% des répondants qui ont dit qu'ils n'aimeraient pas, en fait, qui seraient concernés que leur visage soit utilisé dans un vidéo porno de cette façon-là. Mais il y a quand même 16% des hommes et un étonnant 34% des femmes qui ont dit qu'ils aimeraient ça se voir dans un deepfake. De manière consensuelle, évidemment. Oui, pas à leur insu. Non, c'est ça. On parle toujours sous le précepte de la consensualité. C'est un mot, ça? En tout cas. Du consentement. Du consentement, merci. Je l'ai trop compliqué la chose. Puis en fait, la psychologue derrière l'étude croit que cette réponse positive, quand même élevée de la part des femmes, pourrait venir du fait que les femmes, en général, ont plus de problèmes avec leurs images corporelles que les hommes et que de mettre leur visage sur un corps qui est similaire au leur puis de le voir sous tous les angles possibles, théoriquement, ça pourrait être une façon de devenir plus confortable avec leur corps. Encore là, c'est une théorie, je veux dire, c'est un phénomène qui est tellement récent qu'il n'y a pas d'études plus poussées qui ont été faites, puis ça va être de voir est-ce que c'est vrai ou pas. Ça se comprend dans la logique de l'émancipation de l'émancipation sexuelle, mais est-ce que c'est véritablement dans cette optique-là qu'on peut utiliser ou qu'on va utiliser ce genre d'application-là? Non, c'est ça. Ça reste débattable. C'est aussi une reproduction, encore une fois, je veux dire, les femmes, en fait, on se réfléchit ça en raison de l'imposition des préjugés de la société ou de la façon de voir la femme en général. Donc, les femmes veulent se voir sur des corps qui je veux dire, qui sont pulpeux ou, je veux dire, des corps parfaits, des corps minces, en santé. Ouais. Donc, tu sais, le deepfake, ça fait juste renforcer, en fait, le fait que la société recherche ça chez les femmes. Mais rendu là, si c'était utilisé dans un contexte clinique, par exemple, d'un suivi psychologique, où le visage est apposé sur un corps qui est vraiment similaire à celui de la personne, est-ce que là, ça pourrait peut-être pas avoir un effet bénéfique? C'est une question ouverte. Alors, à ce moment-là, il faudrait que le vidéo destinataire, c'est-à-dire celui sur lequel on appose le visage, il faudrait qu'il soit créé dans un cadre clinique parce que là où je te rejoins, Sarah, c'est que cette représentation-là du corps pulpeux ou pur, c'est une représentation dans la pornographie qui était éminemment masculine. Oui, évidemment. En même temps, je veux dire, il y a tellement de porn qui se produit, je veux dire, c'est estimé que c'est entre 4 et 30% du trafic Internet qui est pour de la pornographie. C'est quand même très large comme estimation, mais enfin, on regarde les sites les plus visités dans le top 100, il y a je sais pas combien de sites porno, même juste dans le top 10. Je pense pas que ça serait si difficile que ça de trouver des vidéos qui montrent d'autres types de corps que ceux véhiculés par la pornographie. D'autres types de corps, oui, mais est-ce que ces vidéos-là ont été produites dans cet objectif-là? Dans un objectif clinique? Non, mais rendu là, on pourrait quand même s'en servir pour le faire. C'est peut-être que rendu là, je sais pas, c'est un débat psychologue, c'est sûr que c'est probablement pas ce qui est le plus sain à montrer. Ça dépend quel site, ça dépend quel contexte, parce que il existe des sites pornographiques qui visent autrement qu'un divertissement envisagé dans une optique masculine. Là, peut-être que oui, mais Pornhub, non.
Non, c'est sûr. Mais une question, encore une fois, de consentement aussi. Oui, Je veux c'est dire, ça. Ouais. Autant pour le visage que pour le corps, il faut que tu aies un consentement des deux Exactement, parties. ouais. Effectivement. Tu utilises quand même du contenu qui... Non, mais tu utilises quand même du contenu qui ne t'appartient pas, mais... Ah, hein, c'est Frankenstein en maudit, là, prendre Ouais. le corps de quelqu'un avec la tête de quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Puis, on va quitter un peu le domaine plus sexuel et pornographique. En fait, une autre utilisation qu'on voit déjà pour le deepfake qui est plus légère, c'est en fait pour faire des mimes. Donc, on parlait de culture de mimes il y a quelques semaines. Vous pouvez aller écouter l'épisode. Puis donc, c'est ça. L'Internet étant fidèle en lui-même, après avoir utilisé les deepfakes pour la porn, évidemment, c'est les mémés. On sait où sont les priorités. On sait où sont les priorités de Tu vois pas qu'il y a l'Internet. des deepfakes de LOLCAT, s'il te plaît. LOLCAT, j'en ai pas vu, mais j'ai une couple d'exemples pour toi. Justement, sans trop de surprise, une des premières victimes, ce fut Nicolas Cage. Évidemment. Ah, c'est pas vrai! Alors qu'il a été intégré dans plusieurs films. Heureusement, pas pornographiques de ce que j'ai vu. Ça traumatise les personnes. Puis en fait, il prend souvent la place d'une actrice. Entre autres, Amy Adams, qui jouait Lois Lane dans les derniers films avec Superman. Puis le résultat est vraiment décrissant. Surtout dans Batman vs Superman, quand elle est dans un bain au début, puis le Superman rentre dans l'appartement, va la rejoindre. Imaginez ça avec la face de Nicolas Cage, c'est de... Ben, j'essaie de toute beauté, mais non! Non, mais allez le voir, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Puis il y a d'ailleurs un sous-Reddit juste pour des deepfakes sous forme de meme, SFW, Safe for Work Deepfakes sur Reddit. C'est vraiment drôle. Un de mes préférés, c'est Elon Musk en Iron Man, parce que c'est parfait. C'est notre Iron Man de la vraie vie. Excellent. Ou encore, le visage de Matt Damon à la place du visage de sa poupée dans Team America, et vice-versa. Oh non! Incroyable! Ah, c'est magique. Oh, wow. J'ai pensé à toi, ça encore. Attends, c'est gratuit ça? Ouais, c'est gratuit. Ok. Puis un des meilleurs que j'ai vu. Clarence va faire ça. Ouais. Pas d'ordi. Un des meilleurs que j'ai vu aussi en termes de réalisation technique que vraiment on y croyait, c'est Jimmy Fallon qui s'interviewe lui-même. C'est comme Gollum. Ah bon, exactement. Puis en fait, c'est basé sur une interview qu'il a faite avec l'acteur Paul Rudd qui lui ressemble physiquement les traits du visage, donc qui permettrait, parce qu'en fait, ça, un deepfake, c'est que le visage, le contour du visage, les cheveux originaux vont rester là. C'est vraiment le visage, les yeux, la bouche et tout ça, que là va changer. Donc en ayant quelqu'un qui a une forme de visage similaire, c'est là qu'on va vraiment avoir un meilleur résultat. Donc c'est pourquoi justement cette interview-là marche super bien. Là. Il y a des moments où on y croit vraiment. C'est difficile quasiment de dire lequel qui était l'intervieweur et lequel qui était l'interviewé. Donc je vous recommande de googler ça. J'ai essayé de trouver des deepfakes québécois. Il ne semble pas en avoir pour l'instant, autant dans le Safe for Work que dans notre Safe for Work. Donc tant mieux pour nos actrices et comédiennes. Mais on s'entend que c'est une question de temps avant que ça J'aime que arrive. tu dises pour l'instant. Ben, je veux dire, on va être réaliste. C'est sûr que ça s'en vient. J'ai d'ailleurs essayé de créer un deepfake Safe for Work. Mais mon ordi n'était pas assez puissant pour le faire, malheureusement. Ce que je voulais faire, en fait, c'était intégrer Marc Labrèche dans un sketch des appendices. Je pense que ça aurait été une belle idée. Parfait. oui. Pour les connaisseurs des appendices, c'est le sketch où Dave Bellil fait Ding Dong, qui vient juste se mettre. C'est un plan de 30 secondes, il y a un plan fixe. Puis il y a juste la chanson Ding Dong, Ding Ding Dong qui part. Et il fait juste bouger dans tous les sens. Il grossisse, il l'agrandisse, il le rapetisse. C'est merveilleux. Ça a été un succès en Russie. Oui. Je sais pas, pour des millions de views en Russie. Puis j'aurais vraiment aimé ça voir la face de Marc Labrèche là-dessus. Fait que. En tout cas, pensez-y. Si vous aimez les appendices, je pense que vous allez la rire autant que moi. Pensez-y. Mais bon, fait que je vais prendre mon mal en patience. Puis attendre que soit quelqu'un le fasse. On a un auditeur que ça tente de le faire, qui a un ordi assez puissant. Ou qu'éventuellement, ça soit plus facile de le faire avec nos ordis de tous les jours. Maintenant, on va retourner dans le plus sérieux un petit peu. Puis en fait, c'est que ça pourrait être une situation, les deepfakes, ça pourrait être utilisé pour le cinéma. Et il y aurait vraiment des situations intéressantes à faire avec ça. Hollywood fait déjà des modifications faciales extrêmes depuis quelques années grâce aux effets spéciaux. On pense par exemple dans Captain America Civil War, on voit un jeune Robert Downey Jr. Qui en fait, c'était lui-même qui se jouait, mais par ordinateur, ils l'ont rajeuni pour qu'il ait l'air d'avoir 17-18 ans. Puis c'est un résultat qui est quand même assez réussi. On peut penser aussi dans Star Wars Rogue One, à la fin... Tarkin, mais aussi à la fin
où on voit la princesse Léa, donc Oui. Carrie Fisher, que là c'était une autre actrice qui l'interprétait, qui avait plein de petits picots dans le visage pour reconnaître ses mouvements, et que là on a créé par ordinateur un modèle 3D qui suivait les mouvements de ce visage-là. Avec un résultat, on sentait qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, mais le résultat était quand même assez réaliste au final. Donc on parle de techniques, en fait d'effets spéciaux qui prennent des mois à faire et qui coûtent des millions et des millions de dollars pour des séquences assez courtes au final, puis qui donnent, c'est ça, comme je dis, un résultat relativement convaincant, mais qui reste encore un petit côté étrange. Maintenant, avec les deepfakes, on pourrait refaire la même chose pour une fraction du coût et du temps. Puis en fait, il y a quelqu'un qui a recréé la scène finale de Star Wars Rogue One avec un deepfake, avec des photos de Carrie Fisher quand elle était plus jeune, qui ont apposé sur l'extrait original. Et quand on regarde les deux extraits en même temps, c'est difficile de dire lequel est lequel. On était déjà à un niveau de réalisme comparable à ce que Hollywood fait depuis des années avec des millions de dollars, puis je sais pas combien de techniciens en animation 3D qui fait ça. Je vous rappelle que ça fait seulement quelques mois que cette technologie-là existe. Ça avance à une vitesse vertigineuse. Ouais. C'est... Éventuellement aussi, ce qu'on pourrait voir, c'est un acteur ou une actrice qui pourrait vendre son apparence physique, son visage, ad vitam aeternam. Donc, dans 100 ans, on pourrait peut-être voir un film où Morgan Freeman est encore un acteur, même si ça fait genre 70 ans rendu là qu'il est décédé, ou même plus que ça. Donc, on pourrait se retrouver dans une loupe où on voit toujours les mêmes acteurs aussi. Donc, il y a des questions à se poser. C'est est-ce que ça va limiter l'émergence de nouveaux talents, de nouveaux acteurs et actrices? Parce que, ben, on aime ça le voir, Morgan Freeman, dans des films. On aime ça le voir, Tom Hanks, dans des films. J'aimerais ça, moi, encore voir des films de Tom Hanks quand je vais avoir 85 ans, tu sais. Fait qu'il y a quand même des questions à se poser à ce niveau-là. Et là, je vous amène le bout qui m'a flabbergasté quand j'ai fait mes recherches. On pourrait aussi faire des films avec des acteurs inconnus, donc qui coûteraient une fraction du prix, mais ensuite on remplacerait leur visage avec soit celui de vedettes hollywoodiennes, qui l'on paierait seulement pour leur apparence, mais pas pour leur performance d'acteur. Mais surtout, on pourrait remplacer le visage de ces acteurs nobody par celui de vedettes locales. Donc on fait déjà de la traduction dans des films pour avoir un contexte culturel qui est plus près du nôtre. Imaginez maintenant si c'était nos acteurs qu'on voyait. Imaginez Avengers Infinity War avec Norman Brathwaite qui fait Nick Fury, PKP qui fait Iron Man. C'est pas un acteur, c'est pas grave, ça marche. Rémi Girard en Drax ou Gilda Roy en Thanos. Chris, j'irais voir ce film-là. J'irais voir ce film-là. Je triperais. Mais imaginez, n'importe quel film pourrait être filmé à un endroit et après ça, pourrait être avec nos acteurs locaux, qu'on apposerait leur visage. Je pense qu'on perdrait quand même en performance d'acteur puis tout ça, surtout pour les meilleurs acteurs. Mais imaginez la possibilité, c'est vraiment pousser l'idée de la traduction, l'adaptation encore plus loin. Au lieu de refaire un film, faire un remake d'un film, on fait juste apposer le visage de nos acteurs là-dessus. Ça me flabbergasse, je trouve ça malade. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui continuent à aller voir la version originale des films, admettons qu'on parle simplement des langues. Donc, est-ce que ce réflexe-là va pas rester aussi pour garder je pense pas que ça va se perdre. Je pense pas que ça va être ça va être fait vraiment à grande échelle, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir dans les prochaines décennies. Ce qu'on fait là, ce serait quand même comme refaire un tout autre film, malgré tout. Si déjà on fait la traduction, qu'on change les visages pour adapter un espèce de contexte culturel, peu importe lequel il est, ça peut transfigurer l'œuvre originale. Ben, parce que on pourrait quasiment débattre et dire que c'est la même chose avec une traduction. On perd une partie de son contexte original. Parce qu'il y a une adaptation. Il y a une adaptation qui est faite quand même. Il y a une adaptation, mais cette adaptation-là, elle est induite. Bon, cette adaptation-là, elle a des limites qui tiennent à la culture inhérente à la langue dans la langue de traduction. Mm-hmm. Là, on parle carrément de visage. Ouais. Mais on pourrait faire le parallèle, admettons, avec des pièces de théâtre. Je veux dire, il y a combien de pièces de Michel Tremblay qui ont été reprises en Europe avec des acteurs différents, dans des langues différentes, alors que, je veux dire, au final, l'histoire est la même. C'est un fait. Oui, je suis ouvert. Très bonne analogie. Oui, je suis ouvert à la discussion là-dessus. Puis, en fait, même dans la langue,
Michel Garneau a repris l'une des pièces de Shakespeare dernièrement qui s'est produite il y a quelques mois ou quelques années. Une pièce de Shakespeare qui a traduite en québécois. Donc, si ça, c'est pas arraché, son œuvre originale, son contexte culturel. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ok. Non, ça, il y a un beau débat à avoir là-dessus. Ouais, effectivement. Ouais. Puis pour terminer, pour ce segment plus cinéma, dans le plus creepy, on pourrait aussi voir l'apparition de publicités contenant des membres de notre famille ou nos amis. Tu sais, les fameux Terms and Conditions qu'on lit pas. Qu'est-ce qui dit pas qu'un jour ça pourrait pas intégrer, dans une vision vraiment plus dystopique, intégrer justement notre ressemblance physique, nos centaines de photos puis nos vidéos sur Facebook. Tu viens de donner une idée à plein de personnes. Là. Ah, je pense qu'il l'avait sans moi quand même. Je sais pas si les producteurs de Black Mirror nous écoutent, mais vous avez une bonne idée. Là. Ouais, je vais leur envoyer un scénario, je pense. Donc, je te suis optimiste là. Probablement. Mais tu sais, imaginez les pubs de Coke sont généralement assez réussies. C'est des belles publicités puis qui montrent tout le temps une gang d'amis qui ont du fun, qui profitent d'une belle journée d'été. Est-ce que l'impact de cette publicité-là serait encore plus puissant si on se voyait nous-mêmes avec nos amis sur une terrasse sur un toit à Montréal? Imaginez prendre un Coke avec l'équipe de On Jase là. Hey, ça serait vendeur. T'as le goût de lâcher ton Coke? Ben ouais. Ben oui. Ouais. Je suis pas. Fait que c'est ça, on est plus dans le dystopique. Je pense qu'on a assez de lois ici pour nous protéger. Aux États-Unis, c'est encore drôle. Je pense que s'il y a une place où ça peut arriver, je pense que ça serait là. Puis maintenant, j'ai le goût avant d'aborder le dernier segment de ma chronique, j'ai le goût de faire un petit détour puis vous parler d'une autre technologie, qui est ce qu'on appelle en fait le Photoshop de la voix. En fin 2016, Adobe a dévoilé un projet qui s'appelle Voco, V-O-C-O, qui permet de modifier la voix de quelqu'un et lui faire dire des mots que cette personne-là n'a pas prononcés, seulement en écrivant le mot dans le logiciel. En gros, pour que ça marche, le logiciel a besoin d'un enregistrement d'environ 20 minutes de la personne ciblée pour ainsi pouvoir reconnaître la façon dont elle prononce les mots, ses différentes intonations, la cadence dans la voix, l'éthique de langage, des trucs comme ça. Puis pour modifier la voix, le logiciel va ensuite fouiller dans les enregistrements pour trouver si le mot a été prononcé, pour ensuite l'adapter dans le contexte de la phrase où on veut le mettre, ou il va simplement le créer. Le logiciel n'est pas commercialisé pour l'instant, c'est un petit bout de temps qu'Adobe n'en parle plus, donc c'est pas clair à quel moment ça serait accessible au commun des mortels. Mais par contre, il y a une start-up canadienne qui s'appelle Lyrebird, qui travaille sur un logiciel similaire. Encore là, c'est basé sur l'intelligence artificielle, c'est encore du deep learning. C'est vraiment le même fonctionnement un peu qu'un deepfake. Puis en fait, c'est que cette start-up-là dit pouvoir faire la même chose qu'Adobe avec seulement 1 minute d'enregistrement. L'an dernier, la compagnie a fait une discussion entre Barack Obama, Donald Trump et Hillary Clinton pour présenter son logiciel, ou en fait, ils discutaient de ce logiciel-là. Puis les voix sonnaient robotiques, mais on reconnaissait sans problème les 3 politiciens. On s'entend que là, avec nos podcasts qu'on fait, ils n'auront pas de misère à l'avoir et à créer notre voix. Là, on vient de donner des minutes et des minutes de nos voix. Ouais, désolé, Sarah, on t'aurait dû dire ça avant de t'inviter. Ça se peut que ta voix soit utilisée sans. Il était où le formulaire de consentement? The release. Et ça m'amène au dernier segment. On est aujourd'hui dans une ère de fake news. Ok, j'ai peur. Ouais, là, c'est le bout. Là, c'est je pense depuis que je commence, depuis qu'on fait ce show-là, j'ai l'impression qu'à chaque chronique que je fais, je vous dis juste à quel point on s'en va vers un mur puis qu'on s'en va vers le dystopie. On est rendu là, la chronique, là. C'est là qu'on est rendu. Donc, on est dans une ère de fake news où on voit de plus en plus de fausses nouvelles circuler, que ce soit pour de la parodie ou de la satire ou pour faire de la propagande. L'élection présidentielle de 2016 est un exemple assez probant de ce phénomène-là. Puis, en fait, il ne se passe pas une journée maintenant sans qu'on entende l'expression fake news. Imaginez si pendant l'élection au Québec cet automne, on voyait une vidéo de François Legault qui dit qu'il veut bannir tous les immigrants. De GND qui dit qu'il veut nationaliser tous les secteurs d'économie. Lisée qui déclarait unilatéralement l'indépendance du Québec le lendemain de son élection. Ou Couillard qui dit qu'il abolirait la loi 101 et signerait la Constitution sans même négocier. C'est des caricatures quand même extrêmes de ces politiciens-là, puis de certaines de leurs idées. Mais on connaît tous des personnes qui y croiraient puis partageraient ces nouvelles-là. Notre madame péquiste un peu ses barres, il n'y aurait pas de misère à croire que Couillard ait dit qu'il abolirait la loi 101, même si ça fait aucun sens. Puis ces personnes-là partageraient ces nouvelles-là même si c'était seulement à l'écrit. Imaginez maintenant si c'était une vidéo avec la voix de ces politiciens-là.
D'ailleurs, le réalisateur américain Jordan Peele, qui a fait entre autres le film Get Out, qui est sorti l'année dernière, a prêté sa voix dans une vidéo où on voit un Barack Obama assez réaliste parler du film Black Panther, sacré, puis dire qu'il faut faire attention aux fake news. Donc on a déjà un précédent d'utilisation de l'image d'un politicien grâce au deepfake. Dans ce cas-ci, c'était pour une bonne raison, mais quand même, le précédent est déjà là. En dehors du monde politique, ça pourrait aussi faire perdre des millions de dollars à des compagnies cotées en bourse. Imaginez s'il y avait des faux vidéos de PDG de compagnies qui disent des énormités. Par exemple, le PDG de Bombardier qui envoie chier tous les Québécois. Mais ça aussi, on peut se poser la question, les marchés boursiers en ce moment sont majoritairement, je veux dire, ils sont régulés en fonction des algorithmes. On s'entend que tout est automatisé à Wall Street. Mm-hmm. Si on arrive à un niveau de fake news, où est-ce que l'algorithme va évaluer la décision de vendre ou d'acheter des actions par rapport à une vidéo qui a été publiée, mais qui finalement est fake et qui n'est pas la vraie personne, est-ce que ça peut pas mener à juste un crash boursier ou à des réactions qui sont... C'est possible, tu sais, je veux dire, les bourses réagissent tellement vite pour la moindre petite niaiserie maintenant. Et sans intervention humaine. C'est littéralement ça au final, parce que les deepfakes, c'est de l'apprentissage profond. Là, on vient de perdre l'intervention humaine. Tu arrives à un niveau au marché boursier où c'est des algorithmes, donc de l'intelligence artificielle. Donc, tout se fait sans intervention humaine. Où est le contrôle au final sur... C'est vers ça qu'on s'en va. Donc, un mur, encore une fois. L'apocalypse. Ou ça va être de faire une meilleure régulation de ça. Puis c'est je pense, la grosse question qu'on va devoir prendre en tant que société dans les prochaines années, 10 à 15 ans, je dirais justement, c'est quoi la portion de contrôle qu'on donne à l'intelligence artificielle, puis c'est quoi celle qu'on garde. Puis ça, c'est un exemple justement d'un endroit où on devrait en fait reprendre ce contrôle-là, à cause des risques inhérent justement qui vient avec l'intelligence artificielle, qui vient au fait de ce qu'elle peut faire. Maintenant, à l'inverse de faire dire quelque chose aux politiciens ou aux chefs d'entreprise, ceux-ci pourraient aussi se servir du deepfake comme excuse. On se souvient d'une vidéo de l'ancien maire de Toronto, Rob Ford, qui filme du crack, ou encore de Trump qui dit « Grab them by the pussy ». Dans quelques années, il pourrait dire que c'est un deepfake, que c'est pas vrai, que leur voix a été modifiée, que c'est de la bullshit. Vous voyez la frontière entre ce qui est montré dans la vidéo, qui est une construction, puis qu'est-ce qui a été fait dans la réalité. Exactement. Comme excuse. C'est ça. Puis là, tu sais, en ce moment, les fausses nouvelles écrites, en général, sont relativement faciles à identifier si on prend les quelques secondes qu'il faut pour le faire. Vérifier les sources. Juste lire l'article en général, voir la mise en page du site web. Lire l'article, tout simplement. Ben même souvent le premier paragraphe, c'est assez. Mais on est quand même déjà face à un phénomène qui est difficile à arrêter. Puis moi, je vois juste ça empirer justement avec des technologies comme deepfake ou vocaux. À un niveau plus rassurant, le Pentagone a lancé une initiative au début du mois de mai pour élaborer un logiciel qui permettrait de reconnaître, d'identifier une vidéo qui a été altérée au moyen justement de technologies comme deepfake, en prévision du moment où ça va tellement devenir... le vidéo altéré va tellement être bien fait qu'à l'œil nu, on ne pourra plus faire la distinction si c'est vrai ou faux, comme on peut encore le faire maintenant. Même si ça devient tranquillement de plus en plus difficile. Malgré ça, je suis quand même inquiet parce que plusieurs personnes partagent rapidement les fausses nouvelles à cause de leur caractère sensationnaliste. C'est ça en fait qui fait qu'on fait face à ce problème-là. La personne va lire le grand titre, va être comme « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, il a dit ça », elle va partager sans le lire. Mm-hmm. C'est ça en fait le gros problème derrière le phénomène des fake news en ce moment, c'est que les gens vont plus partager cette fausse nouvelle-là à cause de son caractère sensationnaliste que la vraie nouvelle qui va corriger le tir. Imaginez maintenant si c'est une vidéo. Ça va être encore plus difficile de reconnaître si c'est faux. Puis en même temps, est-ce que ces personnes-là, qui prennent pas le temps de lire l'article ou de regarder la source, est-ce qu'ils vont vraiment prendre le temps de vérifier que si c'est un vrai vidéo ou non? Ben moi je pense pas, tu sais. Fait que là-dessus, je suis pas très optimiste non plus. De toute évidence, pas des personnes qui ont connaissance de ce qu'est un deepfake, de ce qu'est un deepfake et de ce que ça implique. Non, c'est ça. Puis même si on arrive à un moment où c'est vraiment complètement mainstream, tu sais, les fake news, c'est mainstream depuis 2016, on entend parler quasiment chaque jour, puis même là, ça continue ce problème-là.
puis les gens n'ont pas changé leur façon, Leur état d'esprit. leur façon de voir les nouvelles, puis de les consommer, puis de les partager. Fait que C'est là qu'il faudrait se poser la question, est-ce qu'il y a un rôle éthique des plateformes sociales rendu à ce point-là? Justement, Ouais. si le Pentagone a développé le logiciel pour identifier des vidéos qui ont été altérées, est-ce que les plateformes sociales comme Facebook pourraient pas utiliser ça pour être capable d'identifier rapidement ce qui pourrait être... c'est ça, le côté où je suis peut-être un peu plus optimiste, c'est s'il y a une intégration automatique de ce logiciel-là une fois qu'on essaie de partager une vidéo. Mais là encore là, c'est... OK, on a identifié le vidéo, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interdit cette vidéo-là? Comme on a vu, quand on n'est pas dans le domaine pornographique ou fake news, on peut s'en servir pour faire des mimes, on peut s'en servir pour faire du cinéma, puis il y a encore d'autres utilisations qu'on n'a pas encore imaginées, que certains vont imaginer justement dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, est-ce qu'on banne ça automatiquement ou on met juste un flag pour dire « Hey, cette vidéo-là est altérée ». Puis est-ce que des fois, ça serait pas le punch de ta joke? Est-ce qu'on viendrait gâcher ce genre d'humour-là? Je veux dire, c'est sûr que dans le grand cadre des choses éthiques, c'est pas une grosse considération, mais quand même. Puis il faut revenir à la sacro-sainte liberté d'expression du côté américain. Exactement. Donc c'est pour ça, moi je pense que les États-Unis sont particulièrement dans le trouble avec ça. Nous autres, on devrait être moins pire, mais enfin. Donc c'est ça, on entre dans une ère où la vérité et la fiction est déjà de plus en plus dure à départager et va devenir de plus en plus dur à départager. Comme on a parlé au dernier épisode, on est aussi dans une ère de populisme, où dans les démocraties occidentales, la confiance envers les institutions, qu'on parle du gouvernement, des politiciens, des médias, des grandes compagnies, cette confiance-là est en baisse. On est aussi dans une ère où les jeunes votent de moins en moins, où le cynisme est élevé, et où on perd de plus en plus l'impression que le changement est possible et que notre voix peut faire une différence. À ce niveau-là, je pense que les deepfakes, ils sont utilisés pour la propagation de fake news ou comme excuse pour tout de la part de politiciens ou de PDG. Ben, ça va exacerber encore plus les tensions qui sont présentes dans nos démocraties. Puis ça pourrait potentiellement peut-être mettre fin à certaines de ces démocraties-là déjà fragilisées. C'est le genre de situation qui peut permettre la venue de ce qu'on appelle un homme fort. Donc parce qu'à la date, il n'y a aucun exemple de femme forte. Ben, Thatcher. je dirais pas ça. Moi, je dis homme fort dans le sens un leader autoritaire. OK, excuse. Je vais définir mon terme. C'est le terme de Sciences Po, là. T'as été autoritaire, elle aussi. Mais tu sais, pas comme un Duterte, pas comme un leader vraiment d'un régime autoritaire. C'est dans ce sens-là que je voulais l'employer. Thatcher n'a pas été à la tête d'un Royaume-Uni totalitaire. Non, c'est ça. Ou même juste autoritaire. Non, c'est ça. Donc, c'est ça, on pourrait arriver avec un leader autoritaire qui va se présenter puis qui va être perçu comme un sauveur. Hey, moi, je vais les arranger les affaires. Je vais vous guider là-dedans, on va arranger ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est le genre de situation qui peut favoriser l'émergence de partis extrémistes et populistes qui vont blâmer un autre groupe quelconque de la société pour les problèmes. Puis, on peut penser à la Hongrie ou à la Pologne à ce niveau-là, que c'est déjà présent. On pourrait aussi se retrouver avec un État qui est gouverné par sa bureaucratie puis par son élite politique et économique totalement déconnectée des citoyens à cause de l'apathie de ces citoyens-là. Certains diraient que l'Union européenne serait déjà un exemple léger quand même, mais un exemple de ça, où l'Union européenne, comme leur système démocratique qui est là, mais il y a peu de gens qui votent, il y a une bureaucratie qui est assez opaque, puis il y a vraiment, certains diraient que c'est une technocratie. Puis que justement, on voit les leaders, on parlait la semaine dernière des citoyens du monde, puis des anywhere, qui sont moins connectés avec la vie de tous les jours, ben l'Union européenne, c'est un peu ça qui se produit déjà un peu, puis qui pourrait être exacerbé. Donc on aurait donc un système où les droits des citoyens sont respectés, où la démocratie est présente sur papier, mais au final a peu d'impact sur la gouvernance de l'État. Personnellement, je regarde les États-Unis, puis je crois que c'est vers ça qu'ils s'en vont s'il n'y a pas de changement, où le Congrès américain est complètement déconnecté des priorités des citoyens. On regarde juste l'enjeu des armes à feu. Tu as une majorité de en haut de 70% de citoyens américains, même les républicains ou démocrates, qui croient qu'il faut plus de régulation au niveau des armes à feu. Il y a eu combien de tueries dans les dernières années, puis le discours de « faut faire quelque chose », puis au final, il n'y a rien qui se passe au Congrès. C'est un exemple justement de cette déconnexion-là. Donc justement, ça, avec les avancées technologiques, puis particulièrement l'intelligence artificielle, dans quelques décennies, il va peut-être avoir aussi quelques compagnies à la Facebook, Google, Amazon, Apple, qui vont dominer plusieurs secteurs économiques majeurs,
en tant que développeurs de cette intelligence artificielle-là, puis qu'en alliance avec les élites politiques, vont vraiment dominer un État. Et le peuple rendu là va se retrouver dans un genre de Moyen-Âge technologique, où une petite élite contrôle tout, le peuple a peu de choses à dire, ou n'a pas l'opportunité vraiment de dire grand-chose, mais il va être dans le confort de l'indifférence grâce à ces bébelles technologiques. Pour conclure ma chronique, j'ai une petite histoire vraie. Avec le sourire. Avec le sourire. J'ai une petite histoire vraie à vous conter. Il y a eu un enregistrement audio d'un appel téléphonique entre le président américain et la première ministre britannique qui est sorti, où on entend le président dire qu'il était prêt à utiliser l'Europe continentale comme champ de bataille en cas de guerre avec la Russie, quitte à sacrifier ses alliés dans le but de montrer aux dirigeants russes la détermination des Américains en cas de conflit. C'est fake. Cet enregistrement-là est faux. Il a été fait à partir de speeches faits par les deux politiciens. La CIA et le MI6, donc les services secrets américains et britanniques, se sont mis sur le dossier pendant des mois. Ils soupçonnaient les services secrets russes d'être à l'origine de ça pour faire de la propagande. Ça s'est retrouvé dans les médias aussi, ça a créé une mini-tempête médiatique. Finalement, quelques mois plus tard, un groupe de musique punk, anarcho-punk britannique qui s'appelle Crass est révélé comme étant à l'origine de l'enregistrement. Crass a fait ça? Ouais. L'enregistrement en question s'est fait avec des bouts de tape à cassette en 1983. Le président, c'était Ronald Reagan, la première ministre, c'était Margaret Thatcher. Puis le groupe a fait ça, en gros, pour protester contre les politiques de Thatcher, en particulier la guerre avec des Falklands avec l'Argentine qui venait de se terminer. Donc, pour les intéressés, googlez Thatchergate ou allez écouter la chanson Powerless with a Guitar du groupe Crass, C-R-A-S-S, pour entendre un extrait de la fausse conversation téléphonique. Le résultat, c'est vraiment... C'est pas un excellent extrait, je veux dire, la CIA et la MI6 savaient que c'était pas vrai. Mais il y avait quand même la crainte de OK, qui a fait ça pour des raisons de propagande, t'sais. Bref, c'est pas nouveau d'avoir de la fausse information puis de trafiquer des discours de politiciens. Mais imaginez des histoires similaires à ça avec un enregistrement qui est plus convaincant. Imaginez qu'on ait ça à chaque jour, que ça soit accessible partout dans le monde. Imaginez à quel point à un moment donné on va juste être désensibilisé. Qu'est-ce qui va se passer la fois que ça va être vrai? Ouais, c'est comme crier au loup, trop souvent. Exactement. Lorsque le loup arrive, pour vrai, on se fait gober tout cru. Fait que c'était ça ma chronique! Yeah! Je reste sans mots. Je reste vraiment sans mots. On n'a plus qu'à espérer qu'à l'avenir, ne fût-ce qu'être sensibilisé ou éduqué sur l'existence déjà des deepfakes et sur ses risques et de ce que ça implique. Espérons à tout le moins que ça permettra d'éviter un scénario aussi orwellien. Non, c'est ça. Puis j'ai vraiment été dans un scénario extrême, surtout à la fin, pour montrer un monde possible. C'est un arbre des possibles. Ça, c'est probablement le pire scénario. Puis il y a des choses qu'on peut faire pour essayer d'éviter ça. Il y a des choses qu'on doit découvrir comment faire pour éviter ça. Mais il faut rester quand même optimiste. Là. C'est pas déterministe, on s'en va pas nécessairement vers ça. Je trouve quand même que c'est, pour conclure un peu mon point par rapport à ça, ça reste quand même un symptôme de ce qu'on appelle la cyberguerre, où est-ce que les moyens technologiques des entités de pouvoir sont beaucoup plus déterminants maintenant que l'armement. Parce que c'est vraiment, on va aller jouer sur la perception qu'ont les populations par rapport au pouvoir pour justement causer du tort à un pays, comme par exemple les allégations qui existent à l'égard des Russes par rapport à l'élection de Trump. Ben justement, ça va être une guerre entre ceux qui sont les plus efficaces à repérer ces éléments-là, puis ceux qui sont les plus efficaces à les produire aussi. Puis là, ça va jouer sur ce terrain-là de plus en plus. Puis sur le plan, je peux revenir un petit peu au début sur la question du divertissement puis la question des vidéos pornographiques, c'est que ça perpétue l'utilisation du corps humain comme marchandise. Ouais. C'est une forme de soumission économique du corps humain, dans le cas de la pornographie majoritairement des femmes malheureusement, et ça perpétue là cette culture.
Ça fait quasiment penser ça fait quasiment penser le deepfake comme un produit du néolibéralisme technologique, si on veut. Ouais, vraiment. J'avais pas vu ça de même, mais Ben oui. cette Ben idée-là, oui. justement, de marchandisation à De l'extrême. marchandisation, puis je parle pas juste dans la question de la pornographie, je parlais du divertissement tantôt. Mettre Gilderoy à la place de Hulk, là. Thanos. excusez, Je pense que c'est un pardon. meilleur casting, je pense, en tout cas. Mais ça reste quand même que c'est. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, vendre son corps pour une durée déterminée. Ou indéterminé. Ou indéterminé, en tout cas, jusqu'au jugement dernier. Mais bon, Ouais. Ça t'achète l'immortalité? dans Ouais. l'intelligence artificielle, oui, dans le cybermonde. Un autre monde possible, tiens, Sam. Un autre monde possible. Ben, merci beaucoup. Ça fait Marc-André. plaisir. Ce fut fascinant, inquiétant, mais diablement intéressant. Samuel, A Perfect Circle. Oui, j'ai le goût de vous parler de musique. A Perfect Circle, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un groupe qui a été fondé par Billy Howardall en 1994, mais leur premier album est sorti en 2001. C'est un pseudo-super groupe. Ce qu'on entend par super groupe, c'est un groupe qui se forme avec des musiciens aguerris qui sont déjà connus par leur participation dans d'autres groupes en général. Donc c'est un pseudo-super groupe dans la mesure où est-ce que Billy Howardall n'était pas connu comme musicien d'un groupe, mais c'était un technicien de son spécialisé en guitare qui a travaillé avec des groupes comme Tool, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins. Et c'est à travers justement ces collaborations-là qu'il s'est lié d'amitié avec des musiciens de ces groupes pour former finalement son groupe qui est un peu son projet, son idée. Lui est évidemment membre permanent du groupe là, depuis sa fondation. Puis un autre membre important du groupe, c'est Maynard James Keenan de Tool. Et le Puscifer aussi, qui est son groupe solo. On retrouvait aussi dans la formation à différentes époques là, Geordie White, qui était connu sous le nom de Twiggy Ramirez. Avec Marilyn Manson. Oui, avec Marilyn Manson. Puis des membres de Smashing Pumpkins, Queens of the Stone Age. Bref, tous des groupes en fait qu'on va retrouver Billy Howardall comme technicien sur les albums. D'accord. Donc, ils ont A Perfect Circle, ils ont un son qui est typiquement rock metal alternatif du début des années 2000. On les associe souvent à la vague new metal. C'est pas une dénomination que beaucoup de critiques aiment donner au groupe, parce que essentiellement, si on donne cette dénomination-là, c'est vraiment juste pour la période dans laquelle ils se trouvent, mais c'est du metal alternatif. Ouais, puis être associé à Limp Bizkit, c'est jamais vraiment plaisant. C'est ça, mais il y a un des anciens membres de Limp Bizkit qui a Sérieux? participé au projet. Oh ouais! Oh boy. On les reconnaît principalement par leur son de guitare qui sont très atmosphériques, des arrangements qui sont quand même assez typiques justement du nu metal. Fait que c'est pour ça que je fais l'association là. Mais il y a un son qui fait rock alternatif années 90-2000 aussi. Leur dernier album avait été lancé en 2004, c'était leur troisième à l'époque. Donc ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas eu de sortie. Ils ont eu des tournées entre-temps, donc ils rejouaient leur tune qui avait Ils n'ont déjà pas eu de sorti. mais production ils ont pas eu originale en 14 ans. Exactement. Puis bon, c'est un petit peu compliqué quand ton groupe, c'est un amalgame de membres de plein d'autres groupes qui Ouais. existent encore. Un vrai casse-tête. Donc c'est de voir la distribution du groupe dans les années, ça change régulièrement, mais c'est toujours des noms qui sont intéressants. Puis c'est ce qui fait en sorte que le son, même si il reste assez constant, puisque c'est toujours le même musicien qui formait vraiment l'essence du groupe, on voit quand même des influences de chacun. Ça lui donne une identité qui est très particulière. Fait qu'essentiellement, Eat the Elephant est sorti en avril. C'est un album qui s'est basé sur la promotion. C'était vraiment plusieurs pièces qui ont sorti, une au compte-gouttes, si on veut, sur les plateformes d'écoute en ligne ou de téléchargement payant, comme par exemple iTunes. Je pense que c'est une technique qui est de plus en plus employée. Justement, à l'époque, on utilisait le single qu'on lançait d'avance pour les plateformes radiophoniques, etc. Aujourd'hui, on va plus les mettre en écoute en ligne. Fait qu'on a retrouvé à peu près 3-4 pièces lancées. Puis là, l'album est lancé. Puis je vous dirais que j'ai eu...
c'était une vague assez rafraîchissante que d'écouter cet album-là. Il se distingue beaucoup des anciens sur plusieurs éléments. On retrouve bon, le son de guitare vraiment typique. Là, c'est un son de guitare, je dis atmosphérique, là, mais essentiellement, là, c'est une guitare où est-ce qu'il y a un peu de distorsion, beaucoup de réverbération. Il y a beaucoup de déco puis de reverb dans les différents sons des instruments. Fait que c'est vraiment ça qui donne le son vraiment planant. Des riffs qui vont être assez lents en général, sinon très mélodiques aussi. Puis là, dans celui-là, on va retrouver des instruments qu'on n'entendait pas beaucoup dans les autres albums. Particulièrement le piano, il prend une place beaucoup plus grande, puis ça rajoute de la mélodicité dans la musique, ce qui est vraiment différent, mais vraiment approprié aussi pour le concept. Fait que des pièces plus douces, plus mélodiques, des éléments orchestraux par moment aussi, ce qui était quelque chose qui était parfois utilisé, mais pas de façon aussi apparente que dans cet album-là. Un autre point vraiment fort de l'album, c'est la performance de Maynard Keenan. C'est un chanteur qui est quand même reconnu pour ses performances. Là. Il a un chant vraiment particulier, il utilise beaucoup de techniques. Puis il a l'habitude de chanter sur des pièces qui sont composées de façon très particulière, là, avec des signatures de temps très variables. Fait que c'est un chanteur qui est assez technique, mais dans ce contexte-là, il chante vraiment de façon inédite. Je ne l'ai jamais entendu chanter comme ça sur certaines des pièces, puis je trouve ça vraiment cool, il le fait très bien. Je pense à une pièce entre autres, puis ça a fait sourire Rosemary quand elle l'a écouté, parce que c'est un clin d'œil... Oui, un de ses livres préférés. À Hitchhiker's Guide to the Galaxy, une chanson qu'ils ont nommée So Long and Thanks for the Fish, référence très très claire à Hitchhiker's Guide de Douglas Adams. C'est le dernier livre de la série qui s'appelle comme ça. Mais on fait mention de cette phrase-là aussi dès le premier livre. C'est une des citations les plus célèbres de cette série de livres-là. De cette série-là. Puis dans le fond, la pièce vraiment spéciale parce que bon, Maynard chante de façon beaucoup plus pop. C'est un chant qui est très mélodique puis qui prend une voix. On est étonné en fait quand on le reconnaît parce que ça prend un certain temps. Puis c'est des propos somme toute assez engagés. Ça parle un peu justement de où est-ce qu'on s'en va. Bon, ça va un peu dans le sens de ta chronique, là, comme quoi tout va pas... Tout va mal. Tout va mal. Tout va aller vers le pire. Puis la référence, en fait, c'est comme quoi les dauphins quittent la Terre. Mais c'est une référence très claire, justement, à Hitchhiker's Guide. OK. Donc, vraiment sympathique, mais allez écouter cette pièce-là, pour vrai, c'est celle qui se démarque le plus, qui est vraiment sympathique. So Long and Thanks for the Fish. Sinon, si vous avez le goût de retrouver un peu plus le son original, je vous conseille la pièce Talk Talk, qui est très bonne aussi. D'ailleurs, je parle des textes des chansons. C'est Keenan qui les a écrits. Billy Howard, lui, il s'occupait plus de la musique. Puis bon, il est reconnu pour une poésie, puis il y a des textes qui sont engagés, mais qui sont très subtils aussi. On retrouve encore cette essence-là dans les textes qu'il amène, puis il y a une profondeur que j'apprécie beaucoup, sans tomber dans le politique. Il y a un côté justement un peu dénonciateur qui est fort intéressant. Donc, c'est un album qui comporte certaines faiblesses, mais dans son ensemble, fait du bien parce que, justement, un album qu'on sort après une si longue période de temps pour un groupe, c'est parfois dommageable. Beaucoup de retours en musique ont échoué lamentablement. Puis, j'avais lu une critique, je trouvais ça vraiment beau ce que l'auteur avait dit. Il avait dit « Beaucoup de groupes aimeraient avoir un album de réunion comme celui-là. » Je trouvais que ça résumait très bien, justement. C'est très rafraîchissant, effectivement, dans le paysage musical. Donc l'album s'appelle Eat the Elephant, disponible sur les plateformes d'écoute en ligne, ou sinon allez voir la pochette, l'enveloppe, la pochette. Ouais, mais c'est plus que ça, c'est vraiment l'emballage, le coffret de cet album-là, la version deluxe. Ils fournissent avec un prisme, puis dans le fond, un espèce de support, tu déposes ça sur
je crois, ton écran de cellulaire, puis ça fait une projection holographique que tu peux regarder Nice. Wow! en écoutant l'album. On reconnaît le genre de pochette d'album justement de Tool qui sortent souvent des pochettes assez inusitées comme ça. Là. Exact, un packaging vraiment particulier. Donc, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur YouTube. Là. Il y a des vidéos justement de déballage. Ouais, ça. Voilà. Donc, voilà. Le dernier album de A Perfect Circle et son hologramme, chaudement recommandé par Samuel. Merci beaucoup, ça fut très intéressant. Merci, je remercie à nouveau tous mes collaborateurs. Je rappelle à nos auditeurs, déjà merci de nous avoir accompagnés tout le long de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs donc que l'émission est disponible sur Google Play, Podbean, YouTube ainsi que Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles, ça nous permet de déjouer la toile mystérieuse des algorithmes pour monter en grade. Allez aimer notre page Facebook, on jase là, et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou des suggestions. Et donc, On merci. vous gâche votre futur à la prochaine fois. Absolument. Ouais! Marc-André, Rosemary, Sam, Sarah, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et à la semaine prochaine. Au revoir! Bye bye!